des séquences les plus mystérieuses de la journée du 7 janvier. Que s'est-il exactement passé autour de midi dans la rue de Meaux? Voici ce qu'en disait, le jour même, François Molin, procureur de la République de Paris et conférencier de la mouvance sioniste hexagonale. Les mises en cause, au nombre de 3, selon un témoignage recueilli, qui est en l'occurrence le témoignage d'une personne avec laquelle ils allaient avoir un accident. Les mises en cause, donc au nombre de 3, selon ce témoignage, poursuivaient leur route vers le nord de Paris et percutaient violemment un véhicule Volkswagen Touran, place du Colonel Fabien, dans le 19e arrondissement. Ils tentaient de poursuivre leur route, mais devaient finalement abandonner précipitamment leur voiture au niveau de la rue de Meaux et braquer alors le conducteur d'un véhicule de marque Clio. Ils s'emparaient du véhicule et prenaient la fuite avec celui-ci. De nombreuses images de la voiture retrouvée et du quartier bouclé par la police ont été diffusées par la presse nationale. On peut discerner, face à la voiture, une boutique comportant une terrasse et un rideau métallique partiellement descendu. Il s'agit d'un restaurant-pâtisserie cachère dénommé Pâtisserie et situé au 45 rue de Meaux. La particularité du lieu, Pâtisserie est l'un des 7 points de vente dans toute la France à destination d'un gala annuel dédié à l'armée israélienne et organisé par l'association française, le Migdal. Ça fait 4 ans maintenant que sont organisés chaque année des galas pour récolter des fonds pour l'armée israélienne. Chaque mois de janvier, ça se reproduit depuis maintenant un certain nombre d'années. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre d'une action non violente afin de protester contre la tenue du gala organisé en l'honneur de la police des frontières israéliennes. Le Migdal, organisation d'extrême droite pro-israélienne et initiatrice de cet événement, s'affiche ouvertement islamophobe. On est des jeunes de différents quartiers de région parisienne qui soutiennent la lutte du peuple palestinien. Il y a plein de gens dans les quartiers qui commencent à craquer par rapport à cette publication qui est claire et qui est nette. Et n'hésite pas à faire appel aux nervis de la Ligue de défense juive pour assurer leur service d'ordre. Ce mouvement est interdit aux États-Unis et même en Israël. Il y jouit d'une totale impunité sur notre territoire. Récolter des fonds pour le Magav, qui est une section de l'armée israélienne, qui aujourd'hui commet des crimes dans la bande de Gaza, en Cisjordanie. Ces gens qui, sur les checkpoints, ils humilient les femmes, les vieillards palestiniens, c'est clairement quelque chose qui est honteux et c'est un outrage pour beaucoup de personnes qui sont révoltées par l'injustice qui se passe aujourd'hui en Palestine. Là, on est à partir sur une action spectaculaire sur le Bataclan parce qu'il y a le concert du Maghreb, la police des frontières israéliennes. On trouve ça inadmissible qu'ils soient là à Paris, à défiler, à récolter des fonds pour une armée criminelle, une armée qui a du sang sur les mains. On sait que le Bataclan accueille chaque année des galas pour récolter des fonds pour l'armée israélienne. Le Bataclan, apparemment, offre la salle gracieusement à la disposition de ses organisateurs. Ces organisateurs, c'est le Migdal. C'est un petit groupe pro-israélien raciste. Vous allez sur leur site internet, ils sont contre l'islam, ils sont contre les Arabes et ils n'arrêtent pas de nous insulter. On ramène le groupe devant le Bataclan pour pouvoir occuper les locaux et empêcher la manifestation, Inch'Allah. C'est quelque chose que nous, on ne peut pas continuer d'accepter. On est clair, on est déterminé. Ça veut dire aujourd'hui, on ne peut pas que ce gars-là ait lieu. On va se donner les moyens, nous, de rencontrer les directeurs, de façon à leur délivrer ce message directement. Il faut faire vite. Allez, avancez, on avance. Allez-y. C'est une action non violente. 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 La sécurité, justement, sur ces événements, elle est assurée par la Ligue de défense juive et par le Beta. C'est des groupes, c'est des groupes qui assurent la sécurité du Bataclan lors de cet événement. C'est des groupes qui viennent dans les quartiers, dans les manifestations, qui tapent les femmes, qui tapent les enfants et qui ont commis plusieurs agressions racistes contre les Arabes et des musulmans.
c'est quelque chose qu'on voulait faire passer, on vous demande de le faire passer à la direction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se construire dans nos quartiers, partout, à Monte-la-Jolie, à La Courneuve, dans le 91, dans le 94, partout, il y a des frères qui aujourd'hui ne supportent plus ces provocations. Et par rapport à ça, il faut qu'ils sachent que cette année, c'est une année spéciale. C'est une année où le siège de la bande de Gaza il est en train de faire des dizaines, des centaines de victimes parmi les civils palestiniens. Et à partir de là, la rage et la révolte qu'il y a dans nos quartiers, c'est quelque chose qu'on aura du mal à contenir. Donc nous, on peut faire passer un message aujourd'hui qui reste gentil, mais qui est ferme. La police des frontières est accueillie au Bataclan. Et c'est la police française avec l'argent de nos impôts qui vient protéger ces gens-là. C'est et qui vient protéger la Ligue de défense juive qui ont poignardé un commissaire en avril 2002. Bravo. Ça n'a jamais été condamné. Bravo la police. Mais sachez que nous, avec tous les gens qu'il y a derrière nous, on ne sera pas capable de les tenir longtemps. Voilà, c'est ça qu'on voulait dire à la direction du Bataclan. Sur ce, moi, je vais me retirer. Et sachez juste que c'est une affaire qui continue. On attend avec impatience la révélation exacte de la date où va avoir lieu ce gala de la honte. Et sachez que d'ici là, la pression elle va faire que monter. Ici en France, on accueille aujourd'hui une fois de plus un gala en l'honneur de la police des frontières israéliennes. Que dirait le président Nicolas Sarkozy et que diraient les citoyens français si on avait organisé une soirée pour récolter des fonds pour une armée arabe? Bien évidemment, cette soirée n'aurait jamais eu lieu. C'est pas contre vous, mais c'est contre ceux qui organisent ces provocations. Il n'y a pas de souci. Merci, bonne soirée. Le combat continue. Vas-y. Or, une fois de plus, Israël agit en toute impunité et une association d'extrême droite fasciste, le Migdal, qui est ouvertement raciste et islamophobe par le biais de son site internet, je vous invite tous à aller le visiter, appelle et organise ce rassemblement avec la police des frontières qui fait l'objet de plusieurs plaintes de la part y compris d'organisations israéliennes des droits de l'homme qui mettent en lumière sa violence et les humiliations quotidiennes, ses exactions sur les Palestiniens. Ils sont bien plus féroces que l'armée israélienne. Déclaré le 16 janvier 2001 à la préfecture, le Migdal aurait été fondé en 1984, selon son président David Bitan. La double singularité de cette association extrémiste, mais reconnue par l'État français, c'est son ultrasionisme accompagné de son corollaire, un racisme anti-arabe, comme l'illustrait leur dernier clip, mis en ligne l'été 2014. Nulle surprise à ce que les responsables de Pâtisserie puissent participer avec le Migdal à l'organisation d'un gala de soutien à une armée d'occupation coupable de crimes de guerre. En août 2014, le couple à la tête du restaurant, Martine Bismuth Belaïch et Patrick Belaïch, avait été fortuitement sollicité par une journaliste américaine. Le thème de son papier publié par The Christian Science Monitor, l'attitude de la communauté juive française face au dernier bombardement israélien de Gaza. Après avoir revendiqué leur participation aux manifestations pro-israéliennes, les Belaïch ont ainsi confessé leur espoir de partir bientôt vivre en Israël. Qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire là, Arthur? Eh ben, je vais braver la tempête qui est à Paris pour aller remettre en main propre des invitations à des auditeurs de la radio qui ne sont pas au courant que je vais venir chez eux. Voilà. Et les adresses, tu les as eues comment? Ils ont participé à un concours, je crois, et puis je vais aller frapper à leur porte maintenant, et ils savent pas que je vais venir surtout. 7 ans plus tôt, la caméra de la chaîne Énergie 12 avait capturé par hasard le couple en son lieu de travail. L'animateur, le juif Arthur, était venu leur offrir des billets pour son spectacle. Livraison à domicile, vous avez gagné donc 2 places pour assister à mon spectacle la semaine prochaine. Je vous les livre en main. Merci, voilà. super. Alors lui, il s'en fout de ce que je raconte, il fait les photos avec son portable. Je suis pas parti. C'est très sympa, c'est une boulangerie, on peut s'asseoir, boire un coup, il n'y a pas moyen de prendre un petit... À cette situation incongrue, s'ajoute l'opacité du récit politico-médiatique relatif au déroulement des faits, ruse de mots.
Outre la version expéditive du procureur de la République, nous disposons de 6 témoignages, plutôt confus ou approximatifs, pour tenter de recouper ce qui s'est passé. Le premier témoin est le seul à être nommément identifié. Le site de 20 minutes avait recueilli les propos de Cédric Lebéchec, agent immobilier censé être sorti de rendez-vous au 45 rue de Meaux. Heureuse coïncidence, l'adresse désigne un immeuble de 6 étages, jouxtant le bâtisse-tory, et dont la porte d'entrée se trouve face au point de chute des terroristes. Que nous raconte-t-il ? Des Blacks, ce témoin est le seul à évoquer cet élément d'information. Il ne peut pas avoir confondu la couleur de peau avec celle des combinaisons, puisque d'autres témoins rapporteront que les fuyards ne portaient pas de cagoule. Je sortais d'ici et je m'avance pour aller faire des papiers, imprimer des papiers. Et j'ai une voiture crissant les pneus arriver, se taper dans la barrière. Et 2 personnes sortir armées et bien habillées en terrain de guerre. L'agence France Presse avait diffusé le témoignage d'un habitant anonyme sortant du café-bar, Le Dauphin, situé à une dizaine de mètres. Ce qui m'a marqué, c'est les chaussures surtout, vraiment les chaussures d'armée. Et les mecs étaient déterminés, ils ont sorti un vieux de sa voiture pour changer de voiture et ils sont partis vers Porte de Pantin. Un caméraman du site du Parisien avait obtenu le récit de 2 jeunes hommes floutés. Alors le véhicule est descendu la rue Sadie-Lecointe, s'est arrêté dans les poteaux. Ils ont braqué la voiture qui était juste derrière. Ils sont sortis avec des kalachnikovs et ils ont crié « Allah est avec nous ». Ils ont pris l'autre véhicule et ils sont partis en direction de Porte de Pantin apparemment. Et ils ont aussi un témoin qui était dans la voiture. Ils ont dit « Parle de la voiture » et après ils ont dit au journaliste qui dit « Aïkeda Inallah ». Un habitant non identifié et interrogé par TF1 avait relaté ce que son frère déclarait avoir vu et qui aurait préféré ne pas témoigner à visage découvert par crainte des représailles. Crainte de représailles, il n'a pas voulu témoigner à visage découvert. Il a vu tout simplement 2 personnes débarquer en voiture qui ont lâché la voiture contre des bites qui étaient sur un trottoir et qui ont braqué un vieux qui était juste derrière, une Clio apparemment. Donc ils sont descendus avec ses calaches et ils ont demandé de prendre la voiture. Il a demandé s'il pouvait récupérer son chien, ils l'ont dit d'accord et ils sont partis avec la voiture. Il était cagoulé ? Non, ils n'avaient plus de cagoule à ce moment-là. Le dernier témoin est le plus important. Il s'agit de l'homme dont la voiture aurait été volée par les terroristes. Son interview exclusive avait été obtenue et diffusée par Europe 1 2 jours plus tard. Le conducteur descend, armé d'un pistolet mitrailleur, que je suis par la suite que c'était une Kalachnikov. Ils étaient masqués? Non, ils étaient plus cagoulés à ce moment-là. À quoi ils ressemblent? Ils ressemblent aux personnes que vous avez vues, sauf qu'à ce moment-là, moi, ils étaient en tenue paramilitaire et avec leurs armes à la main. Donc, et en partant, ils m'ont dit, si jamais tu t'adresses, si les médias t'interrogent, tu diras, c'est Al-Qaïda Yémen. La radio omet de rapporter un détail intrigant. L'homme qui s'est retrouvé accidentellement derrière les terroristes voyait chaque matin 2 de leurs victimes, les caricaturistes Cabu et Volinsky, auprès desquels il exerçait sa profession de vendeur de journaux. Mieux encore, il était leur ami, si l'on en croit son entretien, également diffusé 2 jours après l'attentat, avec l'hebdomadaire Paris Match. Autre élément curieux, ce sexagénaire y laisse entendre que son altercation se serait déroulée à l'angle de la rue Simon-Bolivar et de l'avenue Mathurin-Moreau. Confusion géographique du témoin ou mauvaise audition du journaliste. Le lieu indiqué ne correspond pas à la zone du 45 rue de Meaux où fut retrouvée la voiture des terroristes. Seule la consultation de la vidéosurveillance capturée depuis une caméra
précisément situé à cet angle permettrait de dissiper le quiproquo. Une chose est cependant certaine, emprunter l'avenue Mathurin-Moreau en venant de la place du colonel Fabien, puis l'avenue Simon Bolivar pour s'engouffrer dans la rue Sadie-le-Cointe, permet de déboucher directement au 45 rue de Meaux, où se trouve, juste à droite, le Batistory, juste à gauche, le discret passage de l'Abri. Avantage rare de ce secteur parisien, l'absence totale en dépit d'une forte densité de population, de toute caméra de vidéosurveillance. Pour conclure, tentons de résumer ce singulier imbroglio. Des djihadistes terroristes antisémites présumés prennent la fuite en direction du quartier où vit la plus importante communauté juive de France, abandonnent leur véhicule devant un commerce cachère tenu par un couple ultra-sioniste, collaborant avec le ministère israélien de la Défense, et volent à visage découvert, selon des témoins anonymes, la voiture d'un marchand de journaux non identifié, et il y a 2 de leurs victimes. Signalons enfin un point subsidiaire mais qui laisse songeur. Aucun média traditionnel n'avait rapporté le témoignage des gérants de Batistory. Une telle lacune médiatique est proprement stupéfiante. Voici un restaurant nécessairement fréquenté par des clients à cette heure du déjeuner, qui fut aux premières loges d'une séquence historique, via la seconde fuite des terroristes de Charlie Hebdo, mais dont l'expérience originale est totalement passée sous silence par les journalistes audiovisuels. Contrairement à la pratique récurrente dans des cas similaires, ces derniers n'ont pas jugé utile d'aller caméra à l'épaule, recueillir le point de vue des restaurateurs et de leurs clients, pourtant témoins clés de la scène. Cerise sur le gâteau, cet étrange profil bas fut également adopté par les premiers concernés. Sur la page Facebook de Batistory, nulle mention de l'incident survenu le 7 janvier. Seule une publication de soutien à Charlie avait été mise en ligne. La sombre affaire Charlie Hebdo n'avait vraisemblablement pas dit son dernier mot. Il était précisément midi, ce mercredi 7 janvier 2015. « 20 minutes seulement après le départ des hommes responsables de l'attaque de Charlie Hebdo, la chaîne télé diffusait déjà les premières images confuses et saccadées de l'événement. À 11h47, le vidéaste à l'origine de ces images capturées depuis le toit de l'immeuble avait posté ce tweet. Il est sollicité par CNN et BFM TV au sujet de son scoop. Boudot avait tenu une étrange déclaration sur l'antenne de RMC. Lors de son entretien, réalisé en direct le lendemain matin avec Jean-Jacques Bourdin, et étrangement effacé sur Internet, le jeune homme avait ainsi affirmé incidemment que les rescapés concernés connaissaient bien le responsable de la maintenance qui fut abattu en premier par les terroristes. Le problème est que l'homme en question, Frédéric Boisseau, salarié de Sodexo, effectuait là son premier jour dans l'immeuble, dans lequel se côtoyaient, depuis l'été dernier, les équipes de Charlie Hebdo et de Première Ligne. Le détail troublant, le patron de Boudot avait exprimé la même contre-vérité à 2 reprises. Interviewé en fin de soirée sur CNN, puis le lendemain par une chaîne canadienne, 2 extraits mystérieusement censurés, Paul Moreira, fondateur de l'agence dirigée aujourd'hui par son collègue Luc Herman. Moreira avait également prétendu bien connaître et même apprécier Frédéric Boisseau, dont il dit l'avoir croisé chaque matin. Boudot et Moreira auraient-ils pu confondre Boisseau avec un autre technicien? Peu probable. Le nom et le visage de la première victime des terroristes étaient connus dès le soir de l'attentat, soit plusieurs heures avant leurs déclarations respectives, et factuellement impossible. Au moment des faits, c'était pourtant Boudot qui avait nécessairement vu, en portant secours aux blessés de Charlie Hebdo,
le corps de la première victime, abattu dans le hall d'entrée de son immeuble. Quoi qu'il en soit de la motivation des propos affabulatoires tenus par le tandem Boudot-Moreira, une chose est certaine, tout le monde aura vu, partiellement ou intégralement, les images de la vidéo, reprises et diffusées par l'ensemble des chaînes de télévision, dès le mercredi 7 janvier, à midi. France 24, le JT de 13h de France 2, la plateforme Dailymotion du groupe France Télévisions, etc., avaient diffusé chacun de leur côté la vidéo choc en question. Le problème est qu'ils vont tous faire leur propre entourloupe. Maintenant, soyez attentifs à ce qui va suivre. Des individus cagoulés, lourdement armés, ont pénétré au siège de Charlie Hebdo. Une trentaine de coups de feu auraient été tirés à l'intérieur du bâtiment. Sur cette vidéo, des employés d'une agence de presse en face des locaux se réfugient sur le toit. Quelques instants auparavant, des journalistes se réfugient sur le toit du siège de Charlie Hebdo. Un d'entre eux vient d'enfiler un gilet pare-balles. Une fusillade a éclaté dans le bâtiment. En bas, des policiers accourent. Des policiers à vélo arrivent sur les lieux. Les journalistes tentent de leur indiquer où se trouvent les assaillants. À gauche, à gauche! À gauche! Ils vont tomber nez à nez avec les terroristes qui sortent de l'immeuble. Là, là, là! Le quartier est bouclé. Il se cache des assaillants. Des témoins auraient entendu crier Allah Akbar. Là, là, là! Des tirs nourris résonnent alors. En contrebas, quelqu'un crie Allah Akbar, Dieu est le plus grand en arabe. Nouveau coup de feu. Puis les assaillants retournent à leur véhicule. En contrebas, quelqu'un crie Allah Akbar. Dieu est le plus grand en arabe. Il y a 2 hommes sur cette image. Tir nourri à l'arme automatique, les policiers reculent pour se mettre à l'abri. Ils se mettent à crier. Impossible de décrypter ce qu'ils disent. Un témoin, un commerçant raconte la scène. Puis les assaillants retournent à leur véhicule. De nouveaux éclats de voix. Impossible cette fois de décrypter ce qu'ils se disent avec certitude. Voilà ce qu'ils ont ignoré, la présence de 2 autres personnes qui ne pouvaient être ignorées. Les 2 ouvriers, debout sur une terrasse, dont l'un d'entre eux, un ouvrier polonais, avait filmé une autre vidéo amateur, obtenue par l'agence Reuters et diffusée par la plupart des médias télévisés, mais l'activité et l'identité de ce vidéaste, présent lors de ce moment crucial, ont été délibérément occultés par la presse traditionnelle. Le 31 janvier, un média américain, dénommé Vice News, avait mis en ligne une interview du caricaturiste Luz. Ce membre de l'équipe rescapée de Charlie Hebdo y donnait son sentiment sur les conséquences de l'attentat pour l'avenir du journal. Mais voilà, une séquence visuelle de l'entretien saute aux yeux. On y découvre la qualité inédite d'un extrait de la vidéo de Martin Bedeau. Le contraste est saisissant. Depuis le 7 janvier, les images filmées par Boudot et diffusées par l'ensemble des chaînes, y compris étrangères, comme CNN et Sky News, semblaient, au regard de leur aspect flou, avoir été capturées avec un ancien téléphone portable. En réalité, il n'en était rien. Le document obtenu par la correspondante parisienne de Vice News révèle, pour la première fois, un format visuel digne des smartphones modernes. D'où cette question, pourquoi les chaînes de télévision ont-elles diffusé une version dégradée du document de Boudot pourtant historique? Plus précisément, hormis la qualité esthétique, quelle différence fondamentale y a-t-il entre la version bas de gamme, diffusée par tous les grands médias télévisés depuis le 7 janvier, et la version haut de gamme, uniquement relayée par un web magazine US relativement confidentiel en France? Réponse: la visibilité d'une anomalie. En l'occurrence, l'image intrigante de cet homme debout dont on apprendra,
une semaine plus tard, qu'il s'agissait d'un ouvrier polonais en train de filmer en toutes des contractions de terroristes tirant sur des policiers juste en dessous de lui. Dans les images diffusées par TF1 et ses homologues, ce vidéaste était un point noir à peine mobile. Dans la vidéo de Vice News, il apparaît davantage grâce à la qualité de cette version du film. Pourquoi avoir ignoré l'existence de cet individu? Après tout, il s'agissait là d'un témoin direct de la fuite des terroristes. Son propre récit, accompagné des images qu'il a lui-même capturées et qui seront finalement relayées 6 jours plus tard par Reuters, aurait suscité, en temps normal, le vif intérêt de la corporation journalistique hexagonale. Étrangement, tel ne fut pas le cas. Reste à savoir qui est à l'origine de cette altération volontaire de la vidéo, le journaliste Martin Boudot, son agence de presse Première Ligne, les chaînes récipiendaires du document, ou un mystérieux intermédiaire. Un fait acquis, s'il n'existe évidemment pas de main invisible capable de commander secrètement tous les organes de la presse écrite et audiovisuelle, une influence contraignante, et passée sous silence, s'exerce néanmoins dans la plupart des rédactions importantes. Elle provient de la DGSE, bastion du contre-espionnage français. D'après des journalistes du Canard enchaîné, et du Point à l'origine d'une brillante enquête intitulée « L'espion du président », parue en janvier 2012, des agents secrets sont bel et bien installés sous couverture dans les médias de masse, afin de pouvoir orienter en amont la réalisation de tels reportages sensibles, ou de censurer en aval la diffusion de telles informations jugées compromettantes pour la sécurité nationale. La DGSE est-elle alors responsable du brouillage de la vidéo de Boudot? Et si oui, pourquoi? Coïncidence, son directeur actuel, dénommé Bernard Bajolet, avait perdu son ancien garde du corps dans l'attentat de Charlie Hebdo. Franck Brincelaro, chargé de la protection de Charb, avait également assuré celle de Bajolet, lorsque celui-ci était ambassadeur de France en Afghanistan. Bajolet, dont le mandat expirait l'an prochain, était en conflit avec ses adjoints. Parmi ces derniers, une personnalité proche du Conseil représentatif des institutions juives de France, Christophe Bigot, ex-ambassadeur de France en Israël, admirateur du purificateur ethnique, David Ben-Gourion, et nouveau directeur de la stratégie au sein de la DGSE. En ce qui concerne Boudot, et la possible explication relative à la dégradation de la vidéo de type HD, il pourra évoquer le prétexte du format compressé par le biais de son adresse mail afin de l'envoyer. Le problème est qu'il était tout à fait possible d'envoyer une vidéo HD sans compression via des serveurs externes tels que Transfer, Cloud ou SkyDrive, mais aussi le service Gmail, a fortiori si la vidéo est de courte durée, et elle l'était, vu que, jusqu'à aujourd'hui, après les événements du 7 janvier, le site de l'agence n'avait toujours pas diffusé la moindre intégralité existante de ces images, pourtant historiques.